dernier, 30 mai 2019, j'ai été interpellé par une émission sur France Culture, une émission qui s'appelait Infox, Science décousue, comment ne pas perdre le fil. Titre plein d'esprit, décousu, perdre le fil, c'est très joli. Et ça parlait des fausses sciences, des discours qui se font passer pour scientifiques et de la confiance que le public peut avoir en la science. Ce qui pose la question, et l'émission l'a posé, qu'est-ce que la méthode scientifique, qu'est-ce que la science ? Et tous les discours qui étaient développés là, on parlait de l'homéopathie, de l'acupuncture, l'hypnose, enfin toutes sortes de fausses sciences, entre guillemets. J'étais tout à fait d'accord avec tout ça, jusqu'au moment où Serge Larrivé, qui est professeur dans une université au Québec, a sorti la sauce suivante. Il a dit, je vais vous donner un exemple de la plus parfaite escroquerie de notre siècle, c'est la psychanalyse, qui se fait passer pour scientifique, etc. Donc il mettait sur le même compte que ce qui est de l'ordre des infox, des fake news, des discours qui se font passer pour de scientifiques et qui ne le sont pas. Bon, en tant que psychanalyste et analysant surtout, je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir très interpellé. C'est pour ça que j'ai eu envie de me servir de cette émission pour réfléchir un peu. Non pas de répondre, au sens je me sens attaqué, je vais répondre. C'est le contraire. Je me sens interrogé, je vais développer les interrogations. Et d'ailleurs, le Serge Larrivé en question lui-même, il disait quand je discute avec ces représentants des fausses sciences, par exemple les gens qui sont contre les vaccins, il dit d'une part ça sert à rien, ça ne fait que renforcer leurs convictions. Si on leur donne les chiffres, les statistiques, les bienfaits des vaccins et tout ça, non, ils sont renforcés dans leurs convictions. Et c'est vrai que quand on parle aux gens qui croient que la Terre était plate ou que le climat qui change, ce n'est pas l'effet des humains, effectivement, comme toute croyance religieuse, vous essayez de sortir quelqu'un de sa croyance, ça ne fait que la renforcer. La foi, c'est comme ça. On croit, et vous pouvez raconter n'importe quoi. D'ailleurs, c'est le même processus entre la conscience et l'inconscient. C'est un truc que je répète depuis des années. Dans la conscience, vous pouvez apprendre ce que vous voulez comme information sexuelle aux enfants. Vous pouvez dire les choses les plus vraies qui soient sur le plan de la réalité. Les enfants n'en continuent pas moins à croire en la castration et en cette différence des sexes telle qu'expliquée par la castration. La croyance est quelque chose de formidable. D'ailleurs, je viens de rapprocher la castration et la croyance en Dieu. C'est un peu du même ordre, effectivement. On croit que le phallus, il est là partout. Et Dieu est partout. C'est du même ordre. Néanmoins, ça n'empêche pas de débattre, de s'interroger sur cette question de qu'est-ce que nous faisons quand nous faisons de la psychanalyse ? Est-ce que c'est scientifique ou pas ? Jusqu'à présent, je m'en suis tiré par un paradoxe en assumant le fait qu'elle soit scientifique ou qu'elle ne soit pas scientifique. Je vous renvoie aux 2 vidéos, peut-être même 3, que j'ai déjà faites sur cette question. Donc voilà, une 3e ou 4e, je ne sais plus. Bon, j'ai moi-même fait cette expérience des 2 côtés, parce que quand j'étais lacanien, je croyais en Lacan, et si j'entendais quelqu'un attaquer Lacan, je sortais mes arguments, et hardidon, je pouvais être intarissable. Et puis un jour, c'est moi-même qui me suis convaincu de ce que Lacan racontait des bêtises. Pas toujours, parfois il raconte des choses intéressantes. Mais enfin, j'ai été amené, à force de travailler, à faire la part des choses. Mais ce n'est pas quelqu'un d'autre qui m'a convaincu. C'est moi-même qui ai fait cette démarche de travailler, beaucoup travailler, confronter la théorie à la pratique. Et la pratique, c'est la pratique, ma pratique, qui m'a convaincu
de ce que certaines affirmations qu'on prêtait à Lacan, hein, d'ailleurs, parce que chez Lacan, il y a, comme je l'ai souvent dit, tout et le contraire, donc on peut choisir de prendre chez lui telle affirmation et de laisser tomber telle autre, ce que font à peu près tous les lacaniens, étant donné qu'on ne peut pas soutenir tout Lacan en même temps, vu qu'il est contradictoire avec lui-même. Et il y a des choses contradictoires comme ça dans toutes les religions. Hein. Si vous prenez la religion chrétienne, vous pouvez choisir, si vous êtes pacifiste, et c'était mon cas, le verset de la Bible où le Christ dit « Si on te frappe sur la joue droite, tends la joue gauche », à moins que ce soit l'inverse. Et puis si vous êtes belliqueux, au contraire, vous choisissez le verset de l'Évangile où le Christ dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée ». Et où le Christ chasse violemment les marchands du temple, bon, etc. On peut choisir dans n'importe quel texte prophétique, n'importe quel texte religieux, la chose et son contraire. Hein. Je me rappelle Michel Onfray qui avait lu le Coran, parce que moi je ne l'ai pas lu, et qui disait que on trouvait également dans le Coran tout et le contraire. Quelque chose comme respecte l'homme, si tu ne respectes pas un seul homme, tu ne respectes pas toute l'humanité. Et puis en même temps, il y a aussi dans le Coran, si un homme est convaincu de ne pas croire en l'islam, tu peux le zigouiller sans problème. Donc c'est pareil, hein, dans tous les textes, on peut trouver tout et le contraire. Alors, pas en science, c'est ça qui est toute la différence. C'est qu'un discours scientifique est cohérent. Et c'est pas parce que la physique quantique en est arrivée à s'apercevoir qu'on était obligé d'accepter cette apparente incohérence qu'une particule c'est une onde et une onde c'est une particule. Ce n'est incohérent que parce qu'on avait pris l'habitude par un certain temps de considérer les ondes comme n'étant pas des particules et se déplaçant dans un milieu fait de particules. De même que quand on s'intéresse à la structure de l'atome, on s'aperçoit que c'est le modèle de Bohr comme un système solaire avec le noyau au milieu et les planètes qui tournent autour, les électrons qui tournent autour du noyau, ce n'est pas le bon modèle. Et qu'un électron peut être ici, et puis là en même temps. C'est ce que dit la physique quantique. Mais elle le dit en soulignant que c'est incohérent pour notre conscience et en expliquant pourquoi au niveau des quantums d'énergie, etc. Ce qui est tout à fait différent de se situer en contradiction avec soi-même et ne pas le prendre en compte et faire comme si ça n'existait pas. Chez Lacan, c'est typique, et il dit tout le contraire, mais jamais il ne peut prendre en considération le fait qu'un jour il a dit ceci et qu'aujourd'hui il dit le contraire. Au contraire, dans Liturateur, un des textes qu'il a écrit dans son âge le plus avancé, il dit « Je ne comprends pas qu'on puisse dire que j'ai confondu la lettre et le signifiant ». Alors qu'il suffit de prendre la lettre volée, qui est un texte au début des écrits, pour s'apercevoir qu'il emploie l'un pour l'autre, lettre et signifiant. On a vite fait de le démontrer. Donc lui, c'est le contraire, il est dans le déni le plus total de son incohérence. Alors moi, j'essaie de ne pas le faire la même chose, c'est de dire j'ai été lacanien, je ne le suis plus, et j'ai expliqué pourquoi. Et je rajoute encore une fois que c'est la pratique et la confrontation de la théorie et la pratique qui m'a amené à modifier ma position. Maintenant, quand je dis que je me soutiens de ce paradoxe, qui est aussi donc une contradiction que je soutiens, que j'assume en mon nom propre, je ne demande pas forcément à tout le monde de l'assumer, c'est à chacun de faire sa démarche, c'est que la psychanalyse est scientifique et elle ne l'est pas en même temps. Elle ne l'est pas parce qu'on quitte le domaine de l'objectivité pour renverser complètement la question et passer dans le domaine de la subjectivité. Et la subjectivité, par définition, n'est pas scientifique. La science, ça consiste à exclure le sujet de son discours. Donc, les gens qui nous critiquent, donc ce Serge Larrivé sur France Culture, comme n'étant pas scientifique, ils ont raison.
Et ce n'est pas une escroquerie, par contre, si je dis, oui, ce n'est pas scientifique, je ne vous raconte pas des blagues. Je suis pas en train de vous faire croire que c'est objectif, alors que justement, je cherche à mettre en valeur la subjectivité. Alors, les psychologues objectivistes, les comportementalistes, les gens qui ont inventé la méthode ABA ou la méthode Teach pour les autistes, sont des gens qui se veulent dans l'objectivité. Et ils mettent ça en avant. Et mettant ça en avant, eh bien, ils suppriment le sujet, comme toute démarche scientifique. Or, dans un domaine où il s'agit justement de parler de ce qu'est le sujet, où je dis ce que c'est moi comme sujet, c'est un discours qui ne convient pas. C'est un discours incohérent avec l'objet même de leur discours qui est le sujet. C'est pourquoi ils se disent scientifiques, et la critique que je leur renvoie, c'est qu'ils ne sont pas scientifiques, puisqu'ils parlent d'un objet et ils se trompent d'objet, puisque l'objet c'est le sujet. Et en objectivant, ils suppriment ce dont ils parlent. Et effectivement, la méthode ABA, la méthode Teach, et il y en a peut-être d'autres, ces méthodes comportementalistes, ce sont des méthodes pour remettre les autistes dans le droit chemin. Ce sont des méthodes de contrainte, ce sont des méthodes qui jouent sur la carotte et le bâton. Tu fais ce que je veux, je te récompense, tu ne fais pas ce que je veux, je te punis. C'est la bêtise même de l'éducation telle qu'elle est transmise depuis des millénaires. C'est cette bêtise-là, excusez-moi si je me dis le mot bêtise, ça c'est mon appréciation subjective de la chose. Que les gens qui pratiquent ces méthodes m'en excusent, mais voilà, je le ressens comme ça. Parce que il y a même eu des procès en Amérique pour les gens qui pratiquaient la méthode ABA parce qu'il y a eu des abus. Des gens qui, question punition, n'hésitaient pas à frapper les enfants. Et quand on frappe les enfants et qu'on les récompense de l'autre côté, on finit par obtenir effectivement quelque chose, plus ou moins. Mais pas chez tout le monde. Parce que on diagnostique autiste à peu près n'importe qui maintenant, dès qu'un enfant fait un pet de travers. Donc effectivement, si c'est un enfant justement pas très autiste, avec la méthode de la carotte et du bâton, on va obtenir quelque chose, comme sur n'importe quel autre enfant. Par contre, sur les gens qui vraiment sont en souffrance, les enfants qui sont dans une très grande souffrance, et qui s'y fait qu'ils sont sortis eux-mêmes de leur propre subjectivité, cette méthode d'éducation qui s'adresse soi-disant objectivement à leur subjectivité, les rend objets de l'éducateur et supprime le sujet qu'ils sont en obtenant quoi? Une marionnette. Mais quand je dis que c'est l'histoire depuis que le monde est monde, c'est des histoires telles qu'elles sont traduites par des légendes telles que celle de Pinocchio. Pinocchio, c'est une marionnette, c'est la marionnette de son papa, qu'il a sculptée dans du bois. Et qui voudrait être un vrai petit garçon, c'est-à-dire il voudrait être sujet, tout simplement. Ce pourquoi il accepte les tentations des malfrats qui lui proposent de venir au lieu de tous les plaisirs, etc. Ce en quoi il a bien raison d'accepter, parce qu'effectivement, c'est ce traversé qui va lui permettre de devenir un vrai petit garçon, c'est-à-dire un sujet. C'est le même thème qu'on trouve dans le film de Spielberg, Intelligence artificielle, qui date déjà il y a presque 20 ans, où il reprend le thème, mais cette fois c'est un robot qui a été programmé pour aimer sa maman, et c'est un amour inconditionnel, mais ce n'est rien d'autre que ce qu'éprouvent tous les enfants. Ça s'appelle le complexe d'Oedipe. Ils éprouvent un amour inconditionnel pour maman jusqu'au jour où ils veulent prendre leur indépendance et ils commencent à s'engueuler avec elle. Ou à faire des choses interdites et à sortir des rails, qui est la seule façon d'être sujet. Donc avec la méthode Teach ou ABA, on obtient des objets qui correspondent sans doute à ce qu'on pourrait attendre, ce que tout parent ou éducateur veut attendre, c'est-à-dire fais ce que je te dis, pense comme je veux que tu penses, dis ce que je veux que tu dises. Par exemple, on retrouve ça tous les jours dans l'éducation de tous les enfants de tous les jours. Dis bonjour à la dame. On ne laisse pas l'enfant libre de dire bonjour ou pas bonjour s'il en a envie. On me dira, mais il faut bien lui apprendre. Bah oui, on peut éventuellement lui suggérer comme ça, tu sais, moi je dis bonjour à la dame, tu peux peut-être faire aussi comme ça, si tu veux.
et ne pas forcer, vouloir obtenir à tout prix un résultat, sous prétexte que après les gens vont dire que j'éduque mal mes enfants, blabla. Bon, connerie. Personnellement, même si j'en étais pas là à l'époque, quand ma fille était petite, je lui ai jamais demandé de dire bonjour aux gens. Elle lui dit bonjour aux gens tout naturellement, tout simplement parce qu'elle m'a vu faire et que je ne le lui ai pas imposé. Pareil pour le manger, hein. Les enfants sont tellement angoissés, les parents sont tellement angoissés de ce que les enfants ne mangent pas et ils les forcent à manger. Et goûte! Ne dis pas d'emblée que c'est pas bon. Bah si, mais ils disent d'emblée que c'est pas bon, les enfants, parce qu'ils sentent l'angoisse des parents. Et pour rester sujet, ils n'ont qu'une solution, c'est de dire non. On leur foutrait la paix, ils deviendraient sujets, et ils auraient envie de goûter. Tout simplement, ça viendrait d'eux, et non pas des autres. C'est ça toute la différence entre l'objectivité, faire de l'enfant son objet, sa marionnette, et la subjectivité, faire que l'autre puisse s'accoucher lui-même comme sujet. Ce que fait un psychanalyste. C'est mon travail d'aider les autres à s'accoucher eux-mêmes. C'est même pas moi qui les accouche, hein. Je suis là pour aider à cet accouchement qu'ils font eux-mêmes, s'ils veulent bien le faire. C'est pour ça que la question de est-ce que la psychanalyse est adaptée aux autistes ou aux psychotiques ou à ceci ou à cela, cette question pour moi n'a absolument aucun sens. La psychanalyse est adaptée pour quiconque en a envie, point barre. Et moi, quand je reçois qui que ce soit, même quand j'étais en hôpital et que je travaillais avec des gens qui ne parlaient pas, mais absolument pas, qui étaient enfermés complètement et dans l'hôpital et dans leur esprit, je leur demandais, est-ce que tu souhaites que je reste un moment avec toi pour qu'on discute un peu, même si je savais qu'ils ne parlaient pas. Et s'ils avaient le moindre geste, comme ça, il y a des gens qui m'ont fait ça, comme quoi ils n'étaient peut-être pas si enfermés que ça, hein. Je disais, ok, salut, je reviendrai une autre fois. Et je reviens une autre fois, et tant qu'on me rejette, je m'en vais, et le jour où on me dit, où on me laisse entrer dans la chambre, par exemple, parce qu'il était hors de question de demander à ces gens-là de venir dans mon bureau, eh ben oui, une relation commençait à se mettre en place, une relation de sujet à sujet consentant. Hein. Donc il est hors de question d'être dans le domaine de l'objectivité quand on travaille en psychanalyse. C'est comme ça que j'ai pu obtenir des résultats spectaculaires dont j'ai parlé dans d'autres vidéos. Bon, je le rappelle comme ça rapidement, hein, une petite fille qui ne marchait pas à l'âge de 9 ans et puis qui a marché à la 2e séance avec moi, des enfants qui ne parlaient pas qui se sont mis à parler, des enfants qui refusaient de manger qui se sont mis à manger, un type constipé jusqu'à l'occlusion intestinale qui a été guéri en 3 mois après 30 ans d'échec de la psychiatrie. Bon, je résume. On peut regarder dans mes bouquins et dans mes autres vidéos pour avoir le récit par le menu de comment j'ai obtenu ces résultats. Comment je les ai obtenus, c'est ce que nous demandent souvent les gens qui nous disent « mais votre psychanalyse, là, prouvez-nous que c'est efficace ». La seule chose que je peux faire, c'est expliquer comment ces résultats sont advenus. Non pas comment j'ai produit ces résultats, ce qui pourrait être la même chose que produire des objets, mais comment j'en suis venu à adopter une position telle que ces résultats sont advenus de la part du sujet lui-même, parce que le sujet est advenu, parce que je l'ai laissé advenir. Je n'ai pas forcé le gars qui était constipé avec des lavements comme on le forçait depuis 30 ans, je ne l'ai pas forcé à prendre un régime comme on le forçait depuis 30 ans, je ne l'ai pas forcé à prendre des médicaments comme les gens le forçaient à prendre des médicaments depuis 30 ans, et pareil pour les gens qu'on veut absolument qu'ils parlent, ou on veut absolument qu'ils marchent, etc. Alors, il y a un symptôme et on veut le contraire, c'est-à-dire que le symptôme ne soit pas là. C'est-à-dire que l'enfant ou l'adulte soit conforme à une modalité d'humain qui est ce que nous mettons dans l'ordre de la normalité. Donc cette différence objectivité-subjectivité est fondamentale. Et pour la question de « prouvez-nous que vous êtes efficace »,
Et ça tombe bien parce que dans la même semaine, sur YouTube, il y avait un des types qui avait vu mes vidéos et qui est vraisemblablement du bord des gens qui pratiquent méthode Teach, Shabbat, etc. Mais j'en sais rien parce qu'il dit rien de lui-même. C'est d'ailleurs assez fréquent. Les gens qui m'attaquent, entre guillemets, c'est-à-dire, ou qui attaquent tous les psychanalystes, hein, mais je réponds parce que je me sens attaqué, pas au nom de tous les autres. Hein, je ne peux pas faire ça parce que je suis dans la subjectivité. Bref, quand je me sens attaqué, je me sens obligé de répondre. En tout cas, ça me fait réfléchir. Et il y a déjà une chose à laquelle j'ai pas pensé à répondre à ce monsieur qui m'attaquait, en tout cas qui me demandait des preuves de mon efficacité. J'ai pas pensé à lui dire, mais pourquoi vous me donnez pas, vous, des preuves de mon inefficacité ? Après tout, pourquoi ça serait toujours à moi de prouver et prouver encore que je suis efficace ? Quand la petite fille a marché, quand le gars a été déconstipé, quand les enfants ont parlé, c'est super évident. Tout le monde en a été témoin. C'est pas comme quelqu'un qui est en analyse pendant 15 ans et puis qui dit ouais, je me sens mieux. Bon, ça c'est très subjectif, ça s'entend, c'est une preuve d'efficacité, mais c'est moins spectaculaire qu'un gars qui n'a plus un ventre de femme enceinte de 9 mois plein de merde. C'est moins évident qu'une petite fille qui ne marchait pas et qui marchait. Ce dont tout le monde que tout le monde a pu voir. C'est peut-être moins spectaculaire aussi que je repense à une dame là qui parle, qui a toujours parlé, qui est quelqu'un qui avait fait quelques études, mais qui était enfermé toute la journée dans son appartement pendant des années, n'étant incapable d'en sortir, ni de faire quoi que ce soit, même pas les courses, la cuisine, le ménage, et puis qui est sorti de cet isolement, déjà pour venir me voir, et ensuite pour reprendre des études, trouver un boulot, s'avérer extrêmement bonne dans son boulot, et même trouver un hobby à côté dans lequel il s'avère qu'elle devient extrêmement bonne dans ce hobby-là, qui est reconnu aussi par l'ensemble de la communauté. Bon, c'est aussi un résultat, je dirais, moins spectaculaire, et dont tout le monde peut se rendre compte. Mais est-ce que les gens de l'entourage de cette dame vont dire ah ben c'est grâce à son analyse ? Bon, je ne chercherai pas à le dire non plus. Hein. Il suffit qu'elle le dise. Si elle veut le dire, si elle ne le dit pas, c'est pas grave. Hein. Je ne cherche pas non plus à ce que les gens viennent comme des supporters dire ouah, Abibon il est vachement bon et la psychanalyse c'est formidable. Hein, ça serait effectivement faire de la manipulation de marionnettes et vouloir fabriquer des objets qui disent ce que j'aurais envie qu'ils disent. Je me contente d'être content de les voir évoluer et ce contentement me suffit. Hein. Mais de là à démontrer mon efficacité aux autres, eh ben, c'est quasi pas possible. Là, j'avoue que je suis dans une impasse. C'est pour ça que j'y réfléchis encore aujourd'hui. La plupart des psychanalystes répondent à ces demandes de preuves d'efficacité en disant, comme moi, on ne peut pas prouver l'efficacité de la psychanalyse. Mais les autres renchérissent aussitôt en disant, ah ben voilà, vous refusez les évaluations, vous refusez de donner des preuves, c'est la preuve que vous n'êtes pas efficace. Je ne sais pas si on peut continuer à trouver d'autres types de réponses sur ce plan-là. Et sur le plan de la scientificité, le problème de la scientificité, c'est qu'elle doit être efficace aussi, la science. Et elle est efficace lorsque l'on fait une hypothèse, on va la vérifier au laboratoire. Eh bien oui, le laboratoire vérifie l'hypothèse. Ou l'infirme, mais permet de fabriquer de nouvelles hypothèses. J'ai le sentiment que c'est comme ça que j'ai travaillé. J'avais des hypothèses, c'est-à-dire une théorie en laquelle je croyais, Freud, Lacan, et puis à force de travailler et de m'interroger, il y a un certain nombre d'affirmations qui étaient dans ces théories que j'ai trouvées inefficaces, ou plus exactement, que j'ai trouvées impossibles à soutenir, impossible de continuer à les soutenir.
Par contre, j'en ai trouvé d'autres que je soutiens et je m'explique pourquoi. Et c'est en ce sens-là que je dis que je suis plus scientifique que les comportementalistes, qui prétendent être scientifiques en loupant l'objet de leur recherche et en brandissant des statistiques quelquefois dont on voit par d'autres articles, par d'autres études. Je renvoie à l'article que Malval vient de publier il n'y a pas tellement longtemps, où il est allé chercher d'où les comportementalistes, Teach, Abba, etc., trouvaient leurs statistiques de réussite. Et il s'est aperçu que c'était en fait bien mince. Il s'est aperçu que, par exemple, quand les gens de Abba disaient que la méthode était efficace à, je crois, 57%, il s'est aperçu que ces chiffres étaient extraits d'une étude qui datait déjà d'il y a peut-être bien 30 ans, et où, en fait, c'était une étude sur 9 sujets, et que sur ces 9 sujets, il y en avait qui n'étaient peut-être pas forcément autistes. C'est un peu maigre, mais ce sont des chiffres qui continuent à circuler comme preuve de l'efficacité de la méthode Abba. Alors, méfiance sur les chiffres qui circulent, mais méfiance aussi sur ce que peuvent dire les psychanalystes. Méfiance sur ce que peut dire Lacan, sur ce que peut dire Freud, et sur ce que peuvent dire les analystes de nos jours. Bon, j'ai fait toute une vidéo en réponse au film de Sophie Robert qui tentait de dégringoler les psychanalystes en montrant que ce que disent un certain nombre de choses que disent les psychanalystes n'est pas soutenable, en effet, ou en tout cas mérite critique, et que donc il y a beau jeu de les critiquer. En revanche, il y a un certain nombre de choses qu'on peut aussi, après les avoir soumises au feu de la critique, on peut continuer à soutenir ces choses-là. Et par exemple, la référence fondamentale de Lacan à la linguistique, eh bien je dis que ça le fait sortir du champ de la psychanalyse. Puisque cette passion pour la linguistique, mais aussi pour la philosophie, pour les mathématiques, etc., l'amène à porter une attention fondamentale au signifiant, et donc à se déprendre de la signification et du signifié. Je rappelle, le signifiant, c'est ce qu'on entend, c'est la parole sonore, le signifié, c'est ce qu'on comprend, les images qui surgissent dans la tête quand on entend quelqu'un parler, et la signification, c'est la signification inconsciente qu'il peut y avoir derrière un signifié, et donc derrière les signifiants qui en sont le porteur par la parole. Ça ne veut pas dire qu'il y a toujours une signification derrière tous les signifiés. Si je parle de prendre un ticket de bus, il n'y a pas forcément derrière une signification inconsciente formidable. Il y en a peut-être une, mais pas toujours. Il faut se poser la question à chaque fois. Rien de systématique, jamais. Mais Freud, en tout cas, s'intéressait aux signifiés et aux significations. En détournant la psychanalyse vers la linguistique, Lacan a détourné, contrairement à son discours qui dit « je retourne à Freud », non, il a détourné la psychanalyse de cet intérêt de Freud que Freud avait pour les significations. Le petit Hans, dans l'article de Freud, le petit Hans, il a peur du cheval parce que c'est son père. Il a compris que le petit Hans mettait le cheval en métaphore de son père et que son père risquait de le mordre comme le cheval si effectivement il s'emparait de sa mère. C'est-à-dire qu'il en dépossédait le père représenté par le cheval. Voilà des significations, voilà ce qui permet de comprendre le signifié dit par le petit Hans, j'ai peur du cheval. Signifié, j'ai peur du cheval. Signification, j'ai peur de mon père. Signification de la signification, parce que je risque de lui piquer sa femme. La linguistique passe pour une science. Pourquoi pas? Je ne suis pas linguiste, c'est donc pas moi qui vais en dire quelque chose. Il faut avoir aussi un œil critique là-dessus, au niveau de science ou pas science. C'est que la topologie employée par Lacan, et également son amour de la logique, son interrogation de la logique, bien entendu, il avait une préoccupation de rendre au moins une apparence scientifique à la psychanalyse. Et c'est vrai que ça marche. Moi qui ai commencé par faire des études de sciences,
et qui me suis demandé pendant une bonne partie de mes études de psychologie, est-ce que la psychanalyse vaut le coup d'être étudiée? Parce que j'en savais rien après tout. J'ai étudié un tas d'autres choses avant d'en venir à la psychanalyse. Et je dois dire que les formules mathématiques de Lacan m'ont séduite. C'est-à-dire que c'est un mouvement hypnotique dont j'ai été victime. C'est-à-dire que j'ai été un petit peu l'objet de la manipulation de l'hypnotiseur. Je ne dis pas que Lacan a voulu m'hypnotiser personnellement. Je me suis laissé hypnotiser par ces figures mathématiques, parce que dans ma famille on était scientifique, parce que moi-même j'avais commencé des études scientifiques, et que je me suis intéressé à cet aspect scientifique de la psychanalyse, en tout cas qui se présentait comme scientifique. Et en le travaillant à fond, je me suis aperçu que c'était du pipeau. Hein. Pas complètement, et au fond, c'est une fascination pour ces formules scientifiques qui m'a amené à les travailler. Donc de ce côté-là, c'est pas mal du tout. Je les ai pas prises comme du bon pain, ça me tombe du ciel, bravo, c'est super. Ça a l'air mathématique, ça me suffit. Non, je les ai travaillées à fond, le crayon à la main, et dans le débat avec mes collègues, pendant 20 ans, 30 ans. C'est ce qui m'a amené, là aussi, à garder un certain nombre de ces figures, spécialement la bande de Mébius, mais en particulier en démontrant en quoi les autres figures amenées par Lacan, comme le cross-cap ou la bouteille de Klein, n'étaient pas amenées dans le discours scientifique qui convient. C'était de la pseudoscience. Et on revient à l'émission de France Culture qui m'a interpellé, émission sur les pseudosciences. Et Freud n'est pas exempt de cette critique, puisque lui, il s'est appuyé sur la biologie, la physiologie. Esquisse d'une psychologie scientifique, c'est tout un travail d'hypothèse pour indiquer comment l'influx nerveux circule d'une cellule nerveuse à une autre. Il s'est avéré que ce que Freud avait mis en hypothèse dans cet écrit a été démontré à la suite par les physiologistes. Super. Ça prouve qu'à partir de sa pratique, Freud avait réussi à poser les bonnes hypothèses par rapport à la neurologie, à la physiologie des neurones. Il n'empêche que par rapport à la psychanalyse, ça lui donne une coloration pseudo-scientifique qui n'est pas intéressante au niveau de la psychanalyse elle-même. Parce que ça, c'est objectif, la façon dont l'influx nerveux circule dans les neurones. Et si on s'appuie là-dessus, cette objectivité, et sur le fait que Freud en avait fait l'hypothèse et que donc il avait raison, si on s'appuie là-dessus pour dire la psychanalyse est scientifique, non, on continue à s'appuyer sur une apparence de science qui peut fasciner, qui peut hypnotiser, qui peut faire argument sur un certain nombre de gens, comme ça a pu faire argument sur moi-même. Et puis on s'aperçoit, je me suis aperçu que non, c'est pas ça qui peut faire argument, parce que là, on retombe dans l'objectivité. Et non pas dans le fait d'accoucher d'un sujet qui est le travail de la psychanalyse. Alors, comment prendre en compte cela, encore une fois, dans la psychanalyse? Ces questions qu'on pose à la scientificité de la psychanalyse. Le même gars dont je parlais, qui me pose des questions sur YouTube, en tant que c'est un partisan des comportementalistes, en tout cas des adversaires de la psychanalyse, il me dit « Vos résultats sont-ils reproductibles? Les avez-vous obtenus dans le cadre d'une étude en double aveugle ?» On voit qu'il connaît ses classiques au niveau de « qu'est-ce que la méthode scientifique ?» Effectivement, la méthode en double aveugle, en médecine, pas en physique, pas en chimie, pas en physiologie, en médecine, eh bien, c'est la méthode qui consiste à vérifier si un médicament ou une action médicale quelconque est plus efficace qu'un placebo. Pour cela, il faut que
et celui qui donne le médicament, le médecin, et celui qui le reçoit, le patient, ne soient pas au courant, soit aveugle au fait qu'il reçoit la bonne substance ou pas. J'en sais quelque chose, ayant eu un cancer du rein l'année dernière, on m'a proposé de faire partie d'une étude en double aveugle, où le médecin qui me soigne ne sait pas lui-même s'il me donne un placebo ou un traitement d'immunothérapie. Ça fait 1 an que je subis ce traitement, je l'ai accepté, et les scanners disent que ça va. J'ai pas développé de métastases. Je ne sais pas si on peut me considérer comme guéri, mais enfin bon. Alors, j'ai posé la question au médecin. Est-ce que c'est parce qu'on m'a donné le traitement immunothérapique, ou est-ce que parce que le placebo a été efficace? Eh bien, on n'en sait rien. Et subjectivement, pour mon cas personnel de sujet, à la limite, on ne pourra jamais savoir. Sauf le jour où l'aveugle sera levé. C'est leur formule, les médecins. Et j'ai demandé au médecin, mais un jour l'aveugle sera-t-il levé? Il m'a dit peut-être, on ne sait pas. À la fin de l'étude, peut-être. Parce que ce qui importe au médecin, c'est la globalité de l'étude. C'est la statistique, c'est le chiffre. Y aura-t-il plus de guéris côté immunothérapie que du côté placebo? Après que tel sujet ait eu le placebo et ait été guéri quand même, c'est pas leur problème. Leur problème, c'est effectivement s'il y a plus de guéris côté traitement immunothérapique. On fait pareil avec les médicaments psychiatriques. Sauf que pour les médicaments psychiatriques, ce sont les laboratoires qui les fabriquent qui font les études eux-mêmes. Donc c'est biaisé dès le départ. Et j'ai vu des comptes rendus d'études comme ça sur les médicaments psychotropes, et en général on voit une courbe qui indique l'efficacité du placebo, un peu au-dessus l'efficacité de l'ancien médicament, et un tout petit peu au-dessus l'efficacité du nouveau. En quoi les représentants de commerce des laboratoires vous indiquent pourquoi il faut absolument commander le nouveau médicament, sachant que entre zéro efficacité et l'efficacité du placebo, il y a ça. Et entre efficacité du placebo et efficacité du médicament, il y a ça. Pour ce qui est des médicaments psychotropes. Pour ce qui est de l'immunothérapie dans le cancer, j'en sais rien, puisqu'on n'a encore pas les résultats des études. Il paraît qu'on a les résultats des études pour d'autres cancers que le cancer du rein. Mais moi, je suis dans le cancer du rein, donc je saurais peut-être jamais si j'ai reçu le placebo ou pas. Et voyez, ce que fait la méthode en double aveugle, c'est effectivement de supprimer tout sujet. On supprime le médecin, on supprime le patient. La seule chose qui compte, c'est la substance et les chiffres statistiques. C'est scientifique. Et je ne vais pas me plaindre de ce que ce soit scientifique. Parce que c'est peut-être ce qui m'a sauvé la vie. Bien sûr. Mais en psychanalyse, on ne peut pas supprimer le sujet. Parce que ce dont le sujet souffre, c'est justement de ne pas être sujet. De ne pas savoir qui il est. De ne pas savoir pourquoi il a telle ou telle souffrance, tel ou tel symptôme, qu'il considère comme des objets étrangers à lui-même. Et ce qu'il me demande, hormis ceux qui ont quelques connaissances de la psychanalyse et qui viennent me demander une psychanalyse pour mieux se connaître eux-mêmes, ce qui est une excellente chose, il y a ceux qui viennent me dire « je viens pour ne plus souffrir ». Ils ont bien raison, c'est la bonne adresse. Ne plus souffrir de quoi? De ce que, docteur, j'ai mal ici, j'ai mal là. Le mal ici ou le mal là est considéré comme un objet qui ne fait pas partie du sujet. Donc il s'agit bien, au contraire, en psychanalyse, d'éradiquer l'objet pour faire naître le sujet. En fait, je viens de m'exprimer de façon tout à fait pas convenable. Il ne s'agit même pas d'éradiquer l'objet. Non, il s'agit bel et bien de faire naître le sujet, qui donc à un moment s'apercevra qu'il peut-être qu'il n'a plus besoin de ces objets-là,
qui l'encombre. Mais peut-être en arrivera-t-il à considérer qu'il a besoin de ces objets-là pour se présenter au monde comme souffrant. Après tout, pourquoi pas ? Je ne suis pas du tout à vouloir être efficace à tout prix. Ça, c'est justement le souci de la médecine, et c'est très bien, le souci des sciences d'une manière générale, et c'est très bien. J'ai réfléchi devant vous, encore une fois, à ce que ça me fait travailler, ces questions que me posent les scientifiques ou les adversaires de la psychanalyse. Je me rends compte que je me suis pas mal répété, mais c'est pas grave, je suis sûr que par ailleurs j'ai dit aussi quelques petites choses nouvelles, et c'est comme ça que ça progresse. On n'est pas obligé de sortir de l'archi-nouveau à chaque fois, il faut se laisser aller aussi à ce qui se répète, et qui se répète peut-être parce que c'est solide, parce que ça tient le coup. Moi j'en sais rien, je vous pose la question en retour, parce que si je me sens interpellé, j'espère que à mon tour je vous aurai interpellé de façon à ce que vous vous posiez aussi les questions et que vous m'en touchiez un mot. Un dernier mot qui sera peut-être le plus pertinent en ce qui concerne l'efficacité de la psychanalyse, c'est sur moi-même. Je suis super mieux. Franchement, je me suis trouvé mon identité. Mon identité qui hésitait justement entre scientifique et pas scientifique, puisque toute ma famille, mon père et mes 2 frères, ont fait des études scientifiques et des carrières de scientifiques, qui fait que ça, c'est resté pour moi une espèce d'identification nécessaire. J'hérite de mon nom, j'ai le nom de mon père et le prénom que m'a donné mon père, avec l'accord de ma mère, c'est de l'identité. Mais je me rappelle à une époque, quand j'étais encore à Besançon, que j'étais encore étudiant en psycho, et où j'étais vraiment complètement paumé, j'étais en instance de divorce, j'avais une gamine qui avait 1 an, 2 ans, je ne savais pas du tout comment faire, vers quoi me tourner. Je me rappelle être allé à un concert de rock, j'ai adoré la musique, je me suis dit, à ce concert, que je devrais m'acheter les mêmes godasses que le bassiste, parce qu'il avait de super godasses. C'était une espèce d'identification comme ça, instantanée, sur le moment. Et je comprends, du coup, qu'il y ait des tas de gens qui veulent ressembler à Johnny Hallyday, à John Lennon, à Pascal Obispo, j'en sais rien. Et ça peut être utile dans la vie de vouloir ressembler à quelqu'un qu'on admire. Mais il y a un moment où on n'est pas satisfait de n'être que la copie conforme de la personne qu'on admire. Et je suis devenu vraiment quelqu'un, je suis le quelqu'un que je suis. C'est dans la Bible, c'était Dieu. Donc je ne me prends pas pour Dieu. Vous êtes sûr ? Je crois que oui. Justement parce que je me pose des questions, n'étant pas omnipotent ni omniscient, et ayant beaucoup travaillé ce qui passait pour scientifique, afin d'arriver à me faire mon opinion sur ce qui est scientifique et ce qui ne l'est pas. Ou pour le dire autrement, pour arriver à dégager les affirmations qui peuvent convenir au sens d'une universalité, il y a de l'Oedipe, il y a de la castration, ce sont les 2 seules phrases que j'ai pu retenir, et il y a du sujet, c'est la 3e, absolument indispensable, parce que ces phrases universelles, il y a de l'Oedipe, il y a de la castration, elles ne valent que pour un sujet, en tant qu'il a compris qu'il peut se mettre à essayer de comprendre au minimum ce qu'est pour lui l'Oedipe et ce qu'est pour lui la castration. Mais il ne s'agit absolument pas de les poser comme préalable à toute psychanalyse. Certainement pas. Alors bien sûr, les gens qui rentrent en analyse, certains n'ont aucun savoir analytique, c'est très bien. Ceux qui ont un savoir analytique, après tout, c'est très bien aussi. Il n'y a pas à le condamner, mais il y a à le mettre au travail. On ne va pas aller se trouver un Oedipe parce qu'on a lu dans Freud qu'il y avait de l'Oedipe. Et de toute façon, même quand on le trouve comme ça reste du superficiel. C'est-à-dire des ratiocinations conscientes. Ce n'est pas une exploration de l'inconscient. Même chose pour la castration.
Il ne s'agit certainement pas de s'emparer de cette formule pour ensuite essayer de se la faire sienne, parce que dans l'universel, on dit que c'est comme ça que ça se passe. Non, il faut que ça monte du sujet. Et c'est en ce sens-là que c'est scientifique, parce que quand ça monte du sujet, eh bien pour le sujet lui-même, c'est irréfutable. Pour le sujet lui-même. Mais ça n'empêche pas d'autres sujets d'avoir envie de le réfuter. Et c'est tant mieux parce que s'il est bien dans ses baskets, sans avoir besoin d'acheter les baskets d'un autre, il peut répondre tranquillement. Il peut répondre tranquillement, ne serait-ce que pour moi c'est comme ça. Maintenant, si pour vous c'est autrement, parce qu'en plus la psychanalyse, ça c'est un effet secondaire intéressant, ça amène à être tolérant. Super tolérant, puisqu'on a compris ce que c'est que la subjectivité. La subjectivité, c'est justement d'avoir compris qu'on est sujet, et que donc les autres sont des sujets aussi, et que donc ils ne sont pas forcés de penser comme moi. Ça, c'est une des choses les plus difficiles au monde à comprendre. Et les adversaires de la psychanalyse qui me demandent si est-ce que vous avez fait un protocole de recherche en double aveugle, oui, justement, ils n'ont qu'une chose en tête, c'est d'être aveugle. Il n'y a que l'aveugle qui fonctionne pour eux. C'est-à-dire l'éradication du sujet, encore une fois. Ce par quoi ils ne sont pas scientifiques, je le redis, parce que justement, exclure le sujet, c'est exclure son propre objet de recherche, c'est être à côté de la plaque. Donc moi, je me sens super mieux par rapport à ce que j'étais auparavant. Et il m'a fallu, je dirais, de 20 à 30 ans de recherche. C'est-à-dire jusqu'à l'âge de 50 ans à peu près. Et encore, entre 50 et 60, je me cherchais encore. Et d'ailleurs, je continue à me chercher. Mais entre 50 et 60, j'ai commencé à avoir une certaine assise. Et justement, en faisant retour sur mes propres analyses, j'ai eu 3 analystes différents, sans compter les contrôleurs. Il y en a eu 3 aussi, différents. En faisant retour, je me suis dit, putain, ils étaient quand même pas très efficaces, les mecs et les dames, là. Parce que j'ai pu me dire pendant un certain temps qu'est-ce que je suis un mauvais analysant, je n'y arrive pas comme les autres y arrivent, je trouve pas. Oui, non, mais ils m'ont pas aidé, les gonzes. Mais alors, pas du tout à me faire des séances courtes et à ne rien dire du tout pendant des années. Hein? Ça aide pas, ça. Ça, je peux dire, moi, de mon point de vue à moi, c'est pas efficace. Et ça m'a aidé à remettre en question la théorie de Lacan, à partir de ma pratique même du divan, en tant que moi-même sujet, allongé sur un divan. Je le disais, je me rappelle quand j'étais sur mon divan, je l'ai dit un jour à mon analyste, je lui ai dit, dites donc, ça fait 12 ans, 13 ans que je suis sur votre divan et je trouve pas que ça ait beaucoup bougé, pas très efficace votre truc. Et il m'avait renvoyé dans les dents, et la vie c'est efficace. J'étais oublié, argument massu, effectivement, la vie c'est pas très efficace puisque ça aboutit à la mort. C'est tout de suite ce que je me suis mis dans la tête. Et que donc, effectivement, c'était peut-être pas la bonne question. Mais ça ne m'a pas aidé à avoir confiance en lui, et donc à me lâcher vraiment pour que ce soit efficace. C'est là où j'ai compris, enfin je l'ai compris très après coup, que c'était un argument philosophique, et non pas un argument psychanalytique. Et 2, ce n'est pas en engueulant l'analysant, ou en le rappelant soi-disant la loi du père, qu'on le fait progresser dans son analyse. D'où ça m'a aidé à mettre en question cette histoire de nom du père chez Lacan, et tatati et tatata, qui est l'os même de la théorie de Lacan, parce que Lacan a toujours été préoccupé par la psychose, et par le critère qui allait vraiment définir la psychose par rapport à la névrose. Il l'a trouvé, c'est la forclusion du nom du père. Il a tort. C'est pas un truc comme ça. Je le dis, tiré de 40 ans de travail dans les hôpitaux et à mon propre propos. Ça, c'est un argument psychiatrique.
Et on ne travaille pas en psychanalyse, ni comme en sciences, ni comme en psychiatrie, ni comme en médecine, ni comme en philosophie, ni comme en mathématiques. Même si par hasard, pour illustrer, je me sers encore de quelques formules mathématiques, notamment la bande de Möbius, que je trouve efficace. C'est un support pour travailler. C'est pas le nec plus ultra, c'est pas la fin du fin, c'est un support pour travailler. Ça m'a aidé à comprendre aussi, par exemple, que les affirmations qui se présentent comme scientifiques, la bande de Möbius à une seule torsion, ça existe, mais de l'avoir travaillé et trituré dans tous les sens, c'est ça qui m'a amené à dire, ben non, il n'y a pas de bande de Möbius à moins de 3 torsions. Et quand je parlais des croyances tout à l'heure, et que quand on essaie de convaincre quelqu'un que sa croyance est mal fondée, eh bien, j'ai essayé de convaincre mes collègues que leur croyance était mal fondée, mais je l'ai pas présenté comme ça. J'ai juste présenté mes démonstrations comme quoi la bande de Möbius avait 3 torsions. Et ces gens-là, ça les a renforcés dans leur conviction que la bande de Möbius n'avait qu'une torsion. Je connais assez peu de gens, sauf des gens qui ne sont pas des collègues, justement, qui ont accepté l'idée que la bande de Möbius, il n'y en avait pas à moins de 3 torsions. Bon, voilà des trucs qui passent pour scientifiques, mais quand on présente une démonstration scientifique, eh bien, le croyant à la démonstration précédente ne peut pas être convaincu de la nouvelle démonstration. Et c'est pour ça que j'ai pondu, d'ailleurs, 74 démonstrations. J'exagère un peu. Mais une bonne vingtaine de démonstrations différentes. S'il y en a une qui ne plaît pas, on peut prendre l'autre. Depuis 20 ans que j'ai produit ces démonstrations, je n'ai jamais vu une seule personne prendre ces démonstrations une à une et me démontrer en quoi elles ne fonctionnent pas. Personne. Par contre, des gens qui me disent « Mais non, tu te trompes, la bande de Möbius n'a qu'une torsion. » Ça, j'en ai vu plein. Voilà. C'est-à-dire la croyance, voilà, qui s'impose, fake news, intox, comme dans le titre de l'émission de France Culture à laquelle je faisais allusion. Voilà, pour une fois j'ai envie de vous dire merci de m'avoir écouté, et encore une fois, si vous avez quelque chose à répliquer, ça sera avec plaisir que j'engagerai le débat, parce que sinon, je chercherai comme si j'avais parlé au mur, et j'ai pas tellement envie de parler à des murs.